Le film commence avec un professeur d'histoire, le Dr John Oldman, qui charge ses affaires dans un camion. Il se prépare à déménager dans une nouvelle ville après avoir vécu dans celle-ci pendant 10 ans. Il a presque fini lorsqu'un groupe de ses collègues arrive soudainement. À la réaction de John, il est évident qu'il ne les attendait pas. Il n'avait même pas informé personne qu'il déménageait. Malgré cela, il les révèle qu'ils sont venus pour lui organiser une fête d'adieu. Dan, qui enseigne l'anthropologie au même collège, est particulièrement perplexe. Il ne comprend pas pourquoi John quitte une si belle carrière après seulement 10 ans. Une autre collègue, Edith, professeure d'histoire de l'art, fait remarquer que John n'a pas pris une ride pendant tout ce temps. Tous les invités veulent connaître les secrets, pourquoi il ne vieillit pas et pourquoi il veut partir. Mais John répond simplement qu'il aime changer de vie de temps en temps. Maintenant que tout le monde est là, John les invite à entrer dans son ancienne maison, vide à l'exception d'un canapé. Dan trouve bientôt un objet fascinant parmi les affaires de John. Il découvre un objet en forme de ciseau et en déduit qu'il ressemble à une pierre de sculpture ancienne. Il le montre à Har, un archéologue de profession, qui confirme son intuition. En fait, la pierre semble dater d'environ 12 000 ans, appartenant à la culture magdalénienne de l'ère paléolithique supérieure. Au fil de l'après-midi, les amis rassemblés disent à John que s'il a quelque chose à leur dire, ils sont prêts à l'écouter. Le professeur d'histoire réfléchit un moment et répond qu'il a effectivement quelque chose à leur raconter. Il leur pose alors une question hypothétique, que se passerait-il si un homme de l'ère paléolithique supérieure survivait jusqu'à nos jours sans jamais mourir? Presque immédiatement, Harry, un biologiste, explique qu'un corps humain normal est conçu pour vivre 190 ans. Un corps humain idéal, fonctionnant parfaitement et régénérant ses cellules à la perfection, pourrait vivre des milliers d'années ou même plus. Harry ajoute que de nombreuses choses sont possibles, même si nous n'en avons pas encore connaissance. Après tout, il fut un temps où tout le monde considérait Christophe Colomb comme un fou lorsqu'il cherchait une nouvelle route vers l'Inde. En entendant cela, John décide de révéler son identité secrète à ses amis. Il affirme audacieusement qu'il a navigué avec Colomb. À l'époque, presque tout le monde pensait que la Terre était plate. Lui-même croyait que leur navire pourrait tomber du bord de la Terre à tout moment. Les collègues de John sont extrêmement surpris par ces déclarations étranges. Le professeur d'histoire ajoute alors qu'il vient en réalité de l'ère paléolithique. Pour détendre l'atmosphère, il imite un grognement d'homme des cavernes, et tout le monde commence à rire. Sandy, une jeune historienne, revient de la cuisine et demande ce qui s'est passé. Harry plaisante en disant que John prétend avoir 14 000 ans. Évidemment, elle ne croit pas à son histoire et lui demande d'arrêter de plaisanter. Mais tout le monde trouve l'histoire intéressante et veut en entendre davantage. John continue en expliquant que tous les 10 ans, les gens commencent à remarquer qu'il ne vieillit pas. Alors, il part et s'installe ailleurs pour commencer une nouvelle vie. Dans la première partie de sa vie, il a vieilli jusqu'à environ 35 ans avant de quitter sa tribu. Tout le monde autour de lui voyait qu'il ne vieillissait jamais et pensait qu'il volait leur vie pour rester jeune. Il ajoute que les 2 premiers 2000 ans ont été froids. Avec le temps, les glaciers ont commencé à fondre et la mer est devenue visible, séparant finalement les terres en différents continents. Har, qui écoute attentivement, fait remarquer que ce sont des notions de base que tout le monde apprend dans les livres de sciences. John acquiesce et dit qu'il a pu se souvenir de ces événements grâce à ses livres. Sans eux, il serait impossible de se rappeler chaque détail des 14 000 dernières années. Linda, une étudiante en archéologie, demande alors si John s'est un jour demandé d'où nous venons tous. Ce dernier répond que, dans les premières années de sa vie, il regardait souvent le ciel en se demandant s'il y avait un homme là-haut contrôlant l'univers. Ensuite, les collègues de John commencent à lui poser de nombreuses questions, et il répond à chacune d'elles. L'un d'eux finit par lui demander pourquoi il leur raconte tout cela après avoir gardé le secret pendant 14 000 ans. John répond sincèrement qu'il voulait leur dire au revoir en étant lui-même et non en étant ce qu'il pensait qu'il était. Soudain, Linda s'interroge sur le fait qu'il ne se souvient pas exactement où il est né. John explique simplement qu'il a migré des plaines aux forêts, aux montagnes, à la toundra, aux canyons et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout cela a changé, recouvert par des autoroutes, des immeubles et une urbanisation galopante. Il est impossible de contourner plusieurs millénaires de changements et de se souvenir du monde tel qu'il était 14 000 ans auparavant. Alors que John continue ses récits, ses amis commencent à se diviser en 2 groupes. La plupart trouvent son histoire amusante et en accord avec l'histoire réelle du monde. Har et Edith, en revanche, commencent à se montrer de plus en plus irrités par tout cela. L'archéologue pense que John invente simplement des fables basées sur des choses qu'il a lues dans certains livres. Pendant ce temps, Edith s'inquiète que son collègue de longue date commence à perdre la raison. Malgré les protestations du duo,
John continue et explique qu'à un moment donné de sa vie, il est parti vers l'est. Les directions n'avaient pas encore de nom, il s'est simplement dirigé vers le soleil, pensant qu'il ferait plus chaud là-bas. Au début de l'âge du bronze, John avait déjà appris à voyager seul et à s'intégrer là où il le souhaitait. Il suivait les routes commerciales depuis l'Est, échangeait du cuivre et apprenait de nouvelles langues au fur et à mesure. Voyager était plus facile en tant que chasseur-cueilleur, mais cela devint compliqué lorsque les villages se fusionnèrent et que la civilisation se développa. Il a dû apprendre quelques astuces pour cacher son don et même simuler sa mort à plusieurs reprises. Au fil des siècles, il a progressivement continué à se déplacer vers l'Est jusqu'à ce qu'il arrive en Inde. Son arrivée coïncidait avec la présence de Bouddha, que John décrit comme l'homme le plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontré. Bouddha lui a enseigné des choses qu'il ignorait totalement auparavant. John est resté et a appris jusqu'à la mort de cette grande figure. Peu de temps après, un autre collègue de John, le docteur Will Grubé, professeur de psychiatrie, arrive sur place. Les autres lui donnent rapidement un résumé de tout ce qu'ils ont entendu. Will est un vieil homme souffrant de plusieurs problèmes de santé et s'assied sur le canapé. Il prend d'abord les choses au pied de la lettre et commence à poser des questions sous l'angle de la psychiatrie. Il demande à John s'il a déjà été gravement malade au cours de sa longue vie. Ce dernier répond qu'au cours des 100 dernières années, il a eu la typhoïde, la fièvre jaune, la variole, et qu'il a même survécu à la peste noire. La question évidente se pose, s'il a eu la variole, il devrait avoir des cicatrices sur le corps. En réponse, John explique qu'il a toujours guéri complètement et qu'il n'a pas de cicatrices. Harry, le seul doté d'un certain sens de l'humour, demande en plaisantant ce que John fait pendant son temps libre. Mais c'est une bonne question, car une vie aussi longue signifie beaucoup de temps libre. John répond qu'il a étudié durant son temps libre, ce qui lui a permis d'obtenir 10 doctorats au cours des 170 dernières années. Il dit qu'il a obtenu son diplôme en biologie en 1840, mais que les connaissances n'étaient pas si étendues à l'époque. En entendant cela, Will s'énerve vraiment et se souvient d'une déclaration qu'on lui avait faite plus tôt. Certains des premiers membres de la tribu de John craignaient qu'il ne vole leur vie. Will lui demande s'il sait avec certitude qu'il ne le fait pas inconsciemment grâce à un pouvoir magique. Après tout, il existe depuis toujours des légendes sur des vampires qui boivent le sang des humains pour leur voler leur vie. À l'horreur générale, Will sort un revolver et le pointe sur John. Il déclare que cela l'aidera à voir si John peut mourir ou non. Ce dernier précise rapidement qu'il n'a jamais dit qu'il était immortel. Will insiste, affirmant qu'un tir dans le bras permettra de voir s'il guérit ou non. Mais tout le monde le supplie de lâcher son arme, ce qu'il finit par faire. Il semble extrêmement déconcerté par toute cette histoire et quitte rapidement la maison, disant qu'il a du travail à faire. Entre-temps, Har révèle que la femme de Will est décédée la nuit dernière après une longue bataille contre le cancer. Cela rend John triste, alors il court pour s'excuser auprès du vieil homme. Il le trouve non loin de chez lui et lui présente ses condoléances les plus sincères. Will semble s'être calmé un peu et part après avoir remis le revolver à John. Le professeur d'histoire découvre plus tard qu'il n'y avait pas de balle dans le revolver, ce qui l'amuse. Lorsque John revient à l'intérieur, tout le monde déclare vouloir entendre davantage. Seul Edith semble de plus en plus préoccupé par sa santé mentale. John raconte alors qu'il a rencontré un homme au XVIe siècle qu'il pensait doté du même don que lui. Les deux ont discuté de leur vie pendant 2 jours entiers. Tout était plutôt convaincant, mais ils ne pouvaient pas se croire mutuellement. Finalement, ils se séparèrent, convenant de rester en contact. John se souvient que 200 ans plus tard, il crut apercevoir l'homme dans une gare à Bruxelles, mais il le perdit dans la foule. C'est alors que la conversation dériva sur le sujet préféré de tous, la religion. Dan demanda à John s'il était une personne religieuse, et ce dernier répondit qu'il ne l'était pas. John cita le savant français Pierre-Simon Laplace, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'hypothèses pour expliquer la création du monde. Dan, visiblement déterminé à aborder les sujets religieux, demanda ensuite à John s'il avait déjà rencontré une figure biblique. L'atmosphère devint tendue, et John répondit prudemment qu'il l'avait fait, tout en insistant pour éviter ce sujet trop controversé. Tout le monde dans la pièce était chrétien, mais certains étaient plus fervents que d'autres. Aucun, cependant, n'était aussi dévoué que Edith. Dan insista pour que John leur raconte les débuts du christianisme et comment tout avait commencé. Finalement, John céda et lâcha une révélation, il affirma que la Bible était majoritairement un mythe et une allégorie, avec quelques bases historiques. Cela mit Edith très mal à l'aise, mais elle ne dit rien sur le moment. John continua en expliquant que lorsqu'il avait rencontré Bouddha, il avait été profondément influencé par sa vision de la vie et de la souffrance. Quand John retourna finalement en Méditerranée, l'Empire romain avait déjà atteint des sommets inédits.
Il n'aimait pas que toute la civilisation soit devenue une immense machine à tuer. Il se rendit donc au Proche-Orient, pensant qu'il devrait transmettre les enseignements bouddhistes sous une forme moderne. Soudain, Edith s'esclaffa, accusant son collègue de prétendre être Jésus-Christ. John ne nia pas mais expliqua que Jésus n'était qu'un être humain qui avait été transformé de force en une figure divine. Bien qu'Edith soit abasourdie, Dan tenta de considérer la possibilité et posa des questions sur la crucifixion. John expliqua qu'il avait utilisé une ancienne technique apprise en Inde pour bloquer la douleur dans ses membres. Il avait également appris à ralentir ses processus corporels au point qu'il devenait indétectable. Ils pensèrent qu'il était mort, et ses disciples le retirèrent de la croix avant de le cacher dans une grotte. Finalement, John se remit et son corps retrouva lentement son état normal. Il tenta de partir sans être vu, mais certains fidèles, présents à proximité, le virent marcher. Il essaya de leur expliquer, mais ils étaient trop enthousiastes et prompts à croire au miracle. C'est à ce moment que Will revint pour s'excuser de son comportement. Les autres le mirent rapidement au courant des derniers développements dans l'histoire de John. Imaginez seulement rendre visite à un ami et le voir prétendre être Jésus. Voyant Edith en plein désarroi, Will intervint et déclara qu'il était temps de mettre fin à cette histoire. Il craignait que John ait besoin d'une aide professionnelle sérieuse. Mais dans un geste théâtral, John se leva et déclara qu'il avait simplement inventé une histoire. Il voulait voir jusqu'où il pouvait pousser son faux récit d'être âgé de 14 000 ans. Quand ses amis commencèrent à poser des questions, il prit plaisir à y répondre, et l'histoire ne cessa de grandir. Tout le monde se sentit soulagé, surtout Edith, et ils partirent bientôt pour leur maison, un par un. Cependant, Sandy, qui aimait John, décida de rester, et le duo salua tout le monde depuis le porche. Il fut révélé que Sandy croyait encore à tout ce que John avait dit. Elle lui demanda combien de fois il avait changé de nom. John révéla qu'il n'avait jamais changé de nom mais avait alterné entre différents patronymes. Il y a environ 60 ans, lorsqu'il enseignait à Harvard, il s'appelait John Thomas Partey. Soudain, Will, qui était dans la salle de bain, entendit cette conversation. Il fut choqué, car John Thomas Partey était le nom de son père séparé. Will s'approcha du duo et demanda si John avait enseigné la chimie à Harvard. Ce dernier répondit que oui, mais Will refusa toujours d'y croire. Puis John lui dit que le prénom de la mère de sa femme était Nola. Will, qui n'avait jamais révélé ce prénom à quiconque, éclata en sanglots en l'entendant. John ajouta que lorsque leur fils était jeune, ils avaient un chien nommé Wolfie. Will devint très ému, car c'était le nom de son chien lorsqu'il était enfant. Le choc de cette révélation fut si grand que le vieil homme mourut d'une crise cardiaque. La scène se déplaça un moment plus tard, alors qu'une ambulance emmenait le corps sans vie de Will. Peu après, John monta dans son camion et prit la route. Avant qu'il ne parte, Sandy décida de le rejoindre pour le reste de son voyage.